Dans l'actualité de ce lundi, ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire du Dara de l'horreur à Ouakam. Selon nos informations, le maître coranique en détention attend la désignation d'un juge d'instruction. Pendant ce temps, au quartier Abbas de Ouakam, c'est l'émoi et l'incompréhension. Reportage à suivre. Début de l'exploitation commerciale du TER, l'ambassadeur de la France au Sénégal relance la polémique. Pas de circulation commerciale en avril, l'annonce provoque le dépit des Rufisquois. La vieille ville est parmi les localités les plus impactées par les travaux du train express régional. Et puis à Saint-Louis, les pêcheurs ont reçu les licences de pêche. Les autorités ont remis 400 licences aux acteurs. Un acte qui va définitivement sceller le retour au calme. Le sang a coulé dans l'arène sénégalaise ce dimanche. Bataille rangée entre deux camps de supporters. Arène saccagée, lutteurs blessés, combat reporté. Le promoteur dédramatise. Non, la lutte ne rime plus avec violence. Khadim Samb regrette les effets d'annonce. Stupeur à Ouakam, 20 ans d'abus sexuels sur mineurs, c'est ce dont est accusé un maître coranique actuellement en détention. Selon les dernières nouvelles, une information judiciaire est ouverte et le mis en cause attend la désignation d'un juge d'instruction. En attendant, c'est la psychose et l'incompréhension au quartier Abbas à Ouakam, là où les faits se seraient déroulés. Aminata Mbaresso et Pape Sangonebay. Pour aller au quartier Abbas, il faut traverser cette étroite ruelle qui sépare le marché Ouakam des habitations. Quelque part, nous tombons net sur la maison où logeait le maître coranique accusé de pédophilie sur ses talibés. Ce n'était pas un Dara, il habitait dans cette maison, il avait pris une chambre en location. Donc tous les drôles de ce quartier, donc les enfants de ce quartier le fréquentaient. Donc il se déplaçait pour des fois aller dans la maison d'un de ses enfants. C'est là-bas qu'ils se retrouvaient les soirs pour qu'il les enseigne le Coran. Le mis en cause, un voisin de plus de 10 ans, à M. Khan. Il passait ses nuits dans cette chambre du 3e étage. Depuis 10 ans, je le voyais comme ça, je le voyais avec les enfants. Il était toujours avec les enfants parce qu'il les encadrait, il les enseignait le Coran, voilà. Donc il les encadrait par rapport à ça. Donc après, il a gagné la sympathie de tout le quartier, quoi. Je peux le dire ça, oui. Dans le quartier, il avait séduit par sa maîtrise de l'enseignement coranique. Le mis en cause est réputé bon enseignant. Les gens qui ont eu à le côtoyer disent qu'il maîtrisait bien le Coran et qu'il le transmettait bien aussi, surtout aux enfants. Ce sont de faux types. Ils se disent maîtres coraniques alors qu'ils sont faux et malhonnêtes. Ils vont payer cher les forfaits commis. Mais des agissements et l'affinité avec les enfants avaient intrigué à l'époque ce père de famille. Au début, lorsque je l'ai vu traîner avec des enfants, vers 22h, 23h, je me suis posé la question. Une fois, j'ai dit à ma femme, mais ce monsieur qui traîne avec les enfants là, qu'est-ce qu'il fait avec tous ces drôles? Elle me répond, il les enseigne le Coran. Et effectivement, il y a plein de gosses qui le fréquentaient, qui ont appris le Coran. Entre interrogation et incompréhension, ses voisins du supposé maître coranique n'en reviennent toujours pas. Inquiet parce que tu ne sais pas avec qui il a fait, tu ne sais pas est-ce que après l'enfant il ne va pas prendre ses habitudes de pédo, tu ne sais pas. Voilà, par rapport à ça, nous sommes inquiets vraiment de cette situation. Le mis en cause, accusé de pédophilie et d'attouchement sexuel sur ses élèves, est aujourd'hui mis aux arrêts. Une enquête judiciaire est également ouverte. En attendant, le quartier Abbas, dans le village traditionnel de Ouakam, vit entre colère et amertume. Aminata, des faits gravissimes s'ils sont avérés. Selon l'association islamique pour le soufisme, ses membres dénoncent ces cas de violence et d'abus sexuels. L'AIS mise sur la formation des maîtres coraniques pour éviter ces dérives. Nous y reviendrons.
Pas de circulation commerciale pour le TER en avril. Cette annonce de l'ambassadeur de la France au Sénégal, Philippe Lalliot, continue de susciter la polémique. Le professeur de relations internationales, Mamadou Aliou Diallo, se dit surpris et condamne ce qu'il qualifie d'ingérence. Maître Abdoulaye Tine, pour sa part, juriste, pense que la France se désolidarise, j'y arrive, avec le Sénégal sur sa position officielle. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Diafar Abba. C'est une violation du principe de non-ingérence, cette sortie polémique de l'ambassadeur de la France au Sénégal. Aucun État n'a le droit de s'immiscer dans les affaires internes et extérieures d'un État. Or, en prononçant les mots qu'il a fait, il est en porte-à-faux justement avec ce principe-là. Parce que le principe non-ingérence est un corollaire du principe de souveraineté qui permet à chaque État non seulement de définir à suivre les règles qui vont s'appliquer sur son territoire, mais également de s'organiser comme il veut, ce qu'on appelle donc et le pouvoir normatif et le pouvoir d'auto-organisation. L'ambassadeur de France, à travers ses propos, a voulu d'une certaine manière se désolidariser de cette campagne d'information consistant à faire croire aux Sénégalais que le train sera opérationnel au mois d'avril. Ce qui vraisemblablement, en tout cas du point de vue technique, n'est pas possible. Un fait qui n'est pas nouveau, déplore professeur Mamadou Aliou Diallo. Certains prédécesseurs de Philippe Lalliot ont agi de la sorte et créé le même tollé. La question de la souveraineté avancée. L'ambassadeur, en se prononçant comme il l'a fait, les ambassadeurs en se prononçant comme on le fait par le passé, dans le fonctionnement des institutions politiques et économiques des États anciennement colonisés, ils sont en train en réalité de prouver qu'en réalité l'indépendance est simplement nominale, mais que la France aujourd'hui également garde ce qu'on pourrait appeler un pied dans les anciennes colonies, ce qui est une violation flagrante. Maintenant, tout le monde sait qu'en matière de relations internationales, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Maître Abdoulaye Tine s'est tout de même posé cette interrogation. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu garder ses propos et faire une note confidentielle et ne pas en faire part? Effectivement, bon, là, on peut s'interroger légitimement sur l'opportunité, encore une fois, de tenir des tels propos qui sonnent comme un désaveu du pays hôte, mais qui n'en demeure pas moins, reste compréhensible dans la mesure où c'est la responsabilité de l'État français en direct, qui est directement en cause, mais surtout, ils ont une obligation de sécurité. En tout état de cause, il n'appartenait pas à l'ambassadeur de prendre position par rapport à cette situation, surtout qu'elle prend le contre-pied de nos autorités, précisent nos interlocuteurs. Je ne vais pas donner la leçon au ministre des Affaires étrangères du Sénégal, mais j'aurais été, si j'étais à sa place, j'aurais été jusqu'à convoquer cet ambassadeur pour lui demander des explications. Dans tous les cas, cette annonce de Philippe Lalliot ne rassure pas du tout les habitants de Rufisque. Vous le savez, la vieille ville fait partie des localités que les travaux du train express régional ont presque poussé à l'enclavement. Dans ce contexte, l'annonce du diplomate n'arrange pas les choses. Voyons tout cela avec Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba-Samb. Au-delà du mois d'avril prévu par l'État, à Rufisque, le sentiment des populations impactées est le même. C'est un échec. L'État n'a pas dit toute la vérité aux populations sur ce projet. Ils ne font que tâtonner. J'avoue que chaque peuple a les autorités qu'il mérite. Pour nous, ce qui a été calé dans le cadre du calendrier était à respecter. Et on ne sait pas aujourd'hui les contraintes à partir desquelles il y a eu ce report. Si aujourd'hui, pour ne pas mal nommer les choses et créer un désordre social, comme nous sommes habitués à polémiquer sur des politiques, que le diplomate aujourd'hui a eu raison de dire ce qui doit être dit, et d'une bouche autorisée, je pense qu'il faut le prendre aujourd'hui au sérieux. Un projet dont les préalables n'ont pas été respectés selon ces populations. Nous avons aujourd'hui des mairies et des communes qui semblent ne pas être intéressées ou non impliquées dans cette approche. Et je pense que s'il y avait une enquête publique, au moment de l'étude d'impact, avant l'étude d'impact, il y aurait moins de bruit, moins de contraintes. Parce que les gens aujourd'hui s'attendent que tout se passe et que tout soit informé, comme s'il n'y avait pas aujourd'hui des porteurs de voix, des représentants légaux qui pouvaient maintenant prendre à bras le corps le premier fiscal, s'y impliquer et résoudre en tout cas certaines des situations au niveau social. Avec certainement une autre date d'exploitation du terre, les populations de la vieille ville devront encore longtemps prendre leur mal en patience. Merci Ousseynou. Les habitants de Ndangan, Sambou et Yayem réclament de l'eau. Ces localités dans la commune de Fimela sont frappées par une pénurie d'eau récurrente. Les populations ont marché pour se faire entendre ce week-end. Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey.
Plusieurs dizaines d'habitants du village de Ndangan ont participé à cette marche. La pénurie d'eau s'éternise dans leur localité et devient difficile à gérer. Ici au village de Ndangan, il n'y a plus une seule goutte d'eau. L'eau est une source de survie. On n'arrive pas à se laver correctement. On n'arrive plus à manger correctement parce que pour manger, il faut préparer. Pour préparer, il vous faut de l'eau. Simultanément, à Yayem, un autre village de Fimela, les populations ont investi la rue pour la même cause. On n'arrive pas à avoir de l'eau dans les ménages, donc ça pose un problème. La zone est par excellence agricole, pisciculture et tout, on le fait dans le village. On a quand même un problème très difficile. Et depuis près de 2 ans maintenant, dans plusieurs villages de la commune de Fimela, ce sont des charretiers qui vendent de l'eau aux populations. Et cette eau tirée des puits n'est pas toujours potable. Que ça soit Fimela, Djilor, Yayem, village de Ndangan, ils sont obligés d'acheter des bidons à 200 francs. C'est une situation très difficile. Donc imaginez la consommation d'une famille par jour. Ça te fait plus de 5 000. L'eau que nous buvons est insalubre. Il y a un problème de santé de notre part. L'activité touristique qui est la mieux pratiquée dans la zone est aussi secouée par ce manque d'eau. Il y a même des campements touristiques qui s'apprêtent à fermer et que les gens vont mettre la clé sous la porte pour partir en Europe. Donc ça pose un problème de chômage. Le village de Ndangan est l'un des touristiques les plus prolifiques. Donc il y a les hôtels partout. Ils ont du mal à gérer leur clientèle. Ces manifestants des villages de Ndangan et de Yayem disent en avoir assez des promesses des autorités. Elles n'ont jusque-là apporté aucune solution à ce désagrément. Merci Aminata. Grogne également des agents des unités techniques de gestion des mutuelles de santé du Sénégal. Ils dénoncent les retards et arriérés de salaire dont ils disent être victimes. Se considérant comme la cheville ouvrière de la CMU à la base, ils abattent un travail essentiel, mais sont peu considérés, selon eux, en assemblée générale pour former leur bureau de l'Union. Ils ont rédigé leur cahier de doléances, suivant leur porte-parole, Moustapha Diagne Dioum. Aujourd'hui, on est constaté à des retards de salaire. Aujourd'hui, on veut une dynamisation sur nos contrats. Donc, on vient de signer nos CDI. Donc, il y a certains qui n'ont pas encore signé, juste pour revoir les tenants et aboutissants de ce contrat. Mais aussi, parler juste une meilleure considération dans ce contrat. Parce que, du point de vue local, donc parce que ce sont nos PCA qui sont nos employeurs. On veut que ces contrats soient pris au niveau national. Et d'où même qu'on signe le contrat avec le NAMIS ou l'agence de la CMI. Parce qu'on ne peut pas trop réclamer au niveau de la base. Et on veut une meilleure considération par rapport à ces contrats. Actuellement, on est en train de formaliser d'abord l'Union nationale des unités techniques de gestion. On est en train de décliner notre cahier de doléances. Et après cela, si toutefois on n'a pas eu satisfaction par rapport à certains points, nous, on va essayer. Il y aura un bureau qui va réfléchir sur l'ensemble des points avancés. Et puis les pêcheurs de Saint-Louis pourront désormais retourner en mer. La remise des 400 licences de pêche a eu lieu ce matin. Durant la cérémonie, l'inspecteur régional des pêches a rappelé aux bénéficiaires le cadre et les conditions qui définissent les accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. On remet les licences. Les licences, c'est en fait une négociation, un appui de l'État du Sénégal qui n'est compétent que pour ses eaux maritimes. Ça aussi, il faut remercier les autorités mauritaniennes, mais également saluer toute l'implication, tout l'engagement, toute l'attention que nos autorités ont accordé à ce problème-là. Donc, il est important de rappeler, parce que c'est vrai que c'est l'État qui négocie, mais ce sont les pêcheurs qui doivent respecter les engagements qui permettent de pérenniser ce protocole-là. La garantie de ce protocole, c'est le respect des pêcheurs sénégalais, des dispositions qui sont dans ce protocole. Et c'est pourquoi on a dit qu'il est important de faire un condensé de toutes les mesures, de toutes les clauses contenues dans ce protocole, dans cette fiche. C'est simple, il y a 10 recommandations, 10 clauses fortes qu'on va expliquer à tous les pêcheurs et que chacun prenne ses responsabilités. L'État peut faire des négociations, l'État peut trouver des licences, mais l'État ne pêche pas. L'État ne commet pas d'infraction. Et le ministre l'a dit l'autre jour, il est très mal à l'aise quand il est devant ses homologues mauritaniens pour demander la clémence pour des fautes que des Sénégalais ont commises. Statut particulier pour la région de Dakar, l'idée est de plus en plus agitée. Professeur Mamadou Aliou Diallo, juriste et spécialiste relations internationales, pense que quelle que soit l'appellation, il faut laisser aux populations dakaroises le libre choix. Nous l'écoutons au micro de Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. Dans le fonctionnement d'un État, il y a ce qu'on appelle, je disais tout à l'heure, la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir d'auto-organisation. Chaque pays a le droit de s'organiser comme il veut.
soit c'est un État déconcentré ou bien c'est un État décentralisé. Alors dans le cas de la décentralisation, ça c'est une vieille tradition de chez nous. Depuis le code de 1964, même avant 1964, sous le magistère du premier mois on l'appelait comme Mamoudou Dia. Il y avait eu donc cette idée de décentraliser. Certes, à l'époque, les maires étaient nommés par l'autorité administrative. On a évolué de sorte qu'aujourd'hui, les mairies s'autodéterminent, les collectivités locales. Donc on est arrivé à un stade où il ne faut pas revenir en arrière. Ma position par rapport à cette question, c'est que quel que soit par ailleurs le statut particulier de Dakar, on peut l'appeler comme on veut, statut particulier, statut spécial, mais la nomination des agents doit provenir justement du suffrage des populations. C'est ça l'esprit de la décentralisation. C'est la gestion locale des affaires locales par les hommes locaux. Donc ces affaires locales-là, parmi les éléments de gestion, il y a le choix de ceux-là qui vont gouverner. Par conséquent, il appartient aux populations dakaroises de choisir les maires de chacune des entités et ce sont maires-là ensuite qui vont également créer ce qu'on appelle la communauté urbaine de Dakar. C'est de ça qu'il s'agit. L'esprit, il ne faut pas le dévoyer. Parlons de toute autre chose. À présent, lancement de l'Académie de drones au Sénégal. Amateurs et professionnels pourront désormais améliorer leurs connaissances à travers diverses applications. Des sessions de formation sont d'ailleurs disponibles pour un cadre réglementaire adéquat. Pour plus d'explications, suivons là-dessus le docteur Ismaël Lawani. Cette académie de drones qui est née du constat du manque de formation et du manque d'écoles de formation en Afrique, s'agissant du pilotage des drones. Et donc, du fait de ce constat, nous avons initié ce projet et nous avons eu la chance de trouver des partenaires pour pouvoir nous supporter. Ces règles sont plus ou moins disparates, présentent quelques points de similarité, mais l'objectif à travers le projet d'Académie de drones, c'est de pouvoir harmoniser ces règles conformément aux souhaits de l'OACI pour que le pilote de drone qui est certifié dans le cadre de ce projet puisse faire valoir son certificat dans tous les pays du réseau. Et justement, intéressons-nous à cet engin volant prisé par beaucoup de secteurs aujourd'hui. À côté de l'utilisation professionnelle, il y a également les drones de loisirs. Saviez-vous que certains parmi eux nécessitent une autorisation avant de voler? Dans ce reportage, vous verrez qu'il existe un certain nombre de règles qui conditionnent leur pilotage. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye. Alassane Beng utilise les drones depuis 2018. Après sa formation, le cartographe en a fait un outil de travail indispensable. Depuis là, j'ai fait pas mal de missions de cartographie par drone, pas mal de tout. Par exemple, des cartographies des parcelles agricoles dans la vallée du fleuve Sénégal. En plus, nous avons fait la cartographie de la ville de Saint-Louis. On a fait aussi les suivis par drone des carrières et mines. Cette géomaticienne, elle, est allée se former en Suisse. On est parti, on a fait la formation et maintenant on applique ce qu'on a eu à étudier dans nos projets ici au Sénégal. On a essayé d'avoir l'autorisation qui est d'une année, maintenant qu'il faut renouveler tous les ans. 3 catégories de drones existent en matière de navigabilité, utilisation diverse et encadrée. Il y a les drones à voilure fixe qui sont sous forme d'aéronefs comme les avions, donc avec des ailes fixes, et des drones à voilure tournante qui ont des hélices, qui tournent comme des hélicoptères. Et maintenant, il y a aussi les drones actuellement qui sont des drones hybrides, qui sont une combinaison des deux. Donc des drones sous forme d'avion avec des hélices qui leur permettent de décoller et d'atterrir dans des zones qui sont vraiment contiguës. Ces 3 types de drones-là sont présents au Sénégal. L'utilisation des drones pose souvent problème en milieu urbain. Ces pilotes donnent ici quelques précautions. Les drones sont dangereux. On a déjà eu un cas d'accident avec les hélices. Ça peut créer vraiment des dégâts indésirables. Maintenant, si les gens souhaitent l'utiliser, vaut mieux peut-être avertir les voisins et puis leur parler un peu aussi des conséquences que ça pourrait engendrer au cas où ça arriverait aussi. En milieu urbain, il y a beaucoup d'obstacles, il y a des immeubles, il y a des antennes, il y a tout. Donc il va falloir beaucoup de démarches ou bien beaucoup de demandes d'autorisation pour pouvoir faire des cartographies des milieux urbains. Ouais. En milieu rural,
c'est assez dégagé, pas besoin de beaucoup de démarches, mais il faut une autorisation quand même. À noter que la loi sur les données à caractère personnel s'applique aux amateurs de drones qui tentent d'intimider les populations. Les peines peuvent aller de 6 à 1 an de prison, les amendes de 10 à 15 millions de francs CFA. Merci Maimouna. Le Fonds international pour le développement agricole et l'AND au chevet du climat, les deux organisations ont réalisé une rencontre régionale pour financer le climat et aider les petits exploitants agricoles et les communautés rurales de l'Afrique de l'Ouest à développer une agriculture moderne et résiliente au changement climatique. Suivant à ce propos Patisen, interrogé par Aïssatou Paye et Diafaraba. Pour une bonne programmation pour chaque pays afin que donc les besoins soient atteints et qu'on puisse donc mobiliser ces ressources et l'amener au niveau des pays. Donc le deuxième point, c'est d'abord renforcer aussi les capacités des différents États à comprendre comment on fonctionne. Donc on travaille avec le ministère de l'Agriculture, il y a la finance climat, donc cette coordination intersectorielle, le ministère de l'Économie et des Finances en tant qu'institution financière, mais également la seule institution des Nations Unies, nous sommes en fait des pourvoyeurs de financement au niveau des États. À travers ces fonds-là où il y a des dons, mais également des prêts, mais des prêts à taux zéro. Et donc notre objectif, c'est de trouver des financements prêts à taux zéro et l'acheminer vers les populations les plus vulnérables au changement climatique, mais qui ne vivent que de l'agriculture, mais qui sont également le socle de nos économies. Et puis fenêtre sur le monde, l'actualité internationale avec la peine de prison de 20 ans requise contre l'ex-conseiller frère du président algérien déchu Abdelaziz Bouteflika. Les 3 ans de prison avec sursis contre Théodore Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale et fils de l'actuel chef de l'État. Verdict requis par la justice française. Et puis le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba sur la crise libyenne. C'est un récit de Daniel Diouf. Le président malien annonce l'ouverture d'un dialogue avec des chefs djihadistes, notamment Liad Adgali et Amadou Koufa. Ibrahim Boubacar Keïta révèle également que l'armée malienne devrait arriver vendredi à Kidal, cette ville du nord du pays qui échappe à son contrôle depuis 6 ans. Ibrahim Boubacar Keïta a fait ses annonces dans une interview exclusive accordée ce lundi à Radio France Internationale et à France 24, en marge du 33e sommet de l'Union africaine ce week-end à Addis Abeba sur la crise libyenne. La crise libyenne qui s'est invitée au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. L'Afrique, longtemps marginalisée dans le dossier, décide de jouer un rôle plus important. C'est ce qu'a soutenu ce lundi le commissaire de l'UA à la paix et à la sécurité. Smaïl Chergui, au détour d'une conférence de presse, a affirmé que l'ONU a besoin de l'Union africaine, ajoutant que l'Union africaine et l'ONU devraient travailler main dans la main. Pour rappel, depuis avril 2019, des combats opposent aux portes de Tripoli les troupes du gouvernement d'union nationale soutenues par l'ONU et les forces du maréchal Haftar soutenues principalement par les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie. La justice française condamne en appel ce lundi Théodorin Obiang-Nguema, vice-président de Guinée équatoriale. Le fils du président équato-guinéen écope de 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende pour s'être frauduleusement bâti un patrimoine considérable en France. Les magistrats ont également confirmé la confiscation de l'ensemble des biens saisis, dont un somptueux hôtel particulier à Paris, qui reste toutefois suspendu à une décision de la Cour internationale de justice. Théodorin Obiang-Nguema ne s'est pas présenté lors de son procès en appel. À 50 ans, il a été déclaré coupable de 3 des 4 chefs d'accusation: blanchiment d'abus de biens sociaux, blanchiment de détournement de fonds publics, blanchiment d'abus de confiance. Il a toutefois été relaxé du délit de blanchiment de corruption. Les sommes blanchies en France sont estimées à 150 millions d'euros. Enfin, 20 ans de prison requis par le parquet d'Alger contre Saïd Bouteflika, frère et ex-conseiller du président déchu, Abdelaziz Bouteflika, 2 anciens patrons du renseignement et une responsable de parti politique rejugés également en appel depuis dimanche en Algérie. Les 4 accusés en détention depuis leur arrestation en mai 2019 ont été condamnés à 15 ans de prison en septembre pour complot contre l'autorité militaire et contre l'autorité de l'État,
par un tribunal militaire. L'audience à huis clos a repris lundi devant la cour d'appel militaire de Blida, à une 50aine de kilomètres au sud d'Alger. L'actualité sportive avec cette question, faut-il craindre un retour de la violence dans l'arène sénégalaise? De violents affrontements ont émaillé le gala de lutte organisé ce dimanche à l'arène nationale. Il y a eu des blessés et beaucoup de dégâts matériels. Le promoteur Khadim Samb, quant à lui, dédramatise les faits. Pape Faragning, Modou Diop. Les deux lutteurs vont être sanctionnés après la bagarre entre Ali Seydou et un accompagnant. Mais le promoteur déplore aussi l'ampleur relatée dans certaines presses. Les lutteurs vont être sanctionnés sévèrement. Ils le savent puisqu'ils sont bien au fait du règlement. Ce qui s'est passé, ce n'est pas de la violence. C'est plutôt une bagarre entre un lutteur et un accompagnant. Mais lolu ben accompagnant la ak mbeur mi ci bopam. Pour Khadim Samb, les lutteurs doivent revoir leur comportement pour l'intérêt de notre sport national. Si les lutteurs ne changent pas leur manière de faire, ils vont retourner dans les champs ou changer de métier. Les sponsors ne vont jamais mettre leur argent dans un sport où il y a de la violence. L'ex-animateur de Tchakhabal sur la RTS estime que les promoteurs doivent s'organiser. Il soutient que l'incarcération de Luc Nicolaï affecte déjà la lutte. Je vais prendre langue avec certains promoteurs pour que nous puissions nous organiser et geler nos activités pour un laps de temps. Tous ces combats ne vont pas se tenir si Luc Nicolaï ne sort pas de prison, car ces promoteurs n'ont pas les moyens pour organiser ces combats. Malgré ces incidents notés, Emerson Junior a remporté le drapeau dédié au président de la République devant Boursine. Après ces violences, les amateurs attendent le rapport du CNG de lutte. Merci Pafara. Et puis retour en images sur ces événements malheureux. L'arène nationale a subi la furie des deux camps. Ces événements qui surviennent au moment où la lutte semble avoir du plomb dans l'aile. Mamadou Fall. Encore de la violence dans la lutte. L'arène nationale a été secouée hier par des scènes de violence inqualifiables lors du gala de lutte organisé par l'ex-animateur de l'émission Tchakhabal, Khadim Samb. Un gala de lutte qui mettait aux prises Ali Seydou à Niakhadiarini. Ces images témoignent de l'ampleur des violences, obligeant l'organisateur à reporter la journée à une date ultérieure. Des supporters qui s'échangent des coups, des lutteurs blessés, l'un d'ailleurs gravement atteint, il aurait été poignardé, ce qui ne peut être toléré dans l'arène. En plus des lutteurs blessés, l'arène nationale, nouvellement conçue à coût de 32 milliards de francs CFA, a subi les affres des supporters déchaînés. Chaises cassées, estrades saccagées, portes défoncées. Les lutteurs et leurs supporters ont remis la lutte sur les rails de la violence. Tout cela s'est déroulé devant le ministère des Sports Matarba. Des attitudes que le CNG qualifie d'anti-sportives. D'ailleurs, il promet de sévir. Les fauteurs de troubles seront traqués et sanctionnés. Quant aux lutteurs blessés, ils ont été acheminés dans des structures sanitaires. Merci Mamadou. Et puis en karaté, le Sénégal conserve son titre continental chez les filles lors des championnats d'Afrique de karaté ce week-end à Tanger au Maroc. Au final, la délégation sénégalaise termine 5e au classement général, 11 médailles, 10 en bronze et 1 en or selon Fodendao, le responsable des équipes nationales. A remporté pour la deuxième fois consécutive justement une médaille d'or et ça c'est juste phénoménal. On les félicite et aussi il faudra dire que cette compétition a été dominée par le Maroc qui a remporté vraiment 38 médailles et qui ont beaucoup de médailles d'or, donc qui sont le Maroc est première nation de cette compétition, suivi donc de l'Égypte et après l'Égypte on a l'Algérie, la Tunisie et le Sénégal, 5e nation. Sénégal qui a présenté 21 catégories alors qu'il y avait 39 catégories entre les cadets, les juniors et les seniors. Sur 21 catégories, nous avons eu vraiment à amener 11 médailles. Et dans les 11 médailles, une médaille d'or et 10 médailles de bronze. Donc quelque chose d'extraordinaire pour le Sénégal parce que ça montre le travail qui est établi.
Puis parlons football à présent. L'US Gorée enchaîne et les auteurs de sa 3e victoire d'affilée face à l'AS Pékin. Un succès 2 buts à 0 pour se hisser à la 10e place. Nous y reviendrons. Et puis le point justement sur cette 9e journée de Ligue 1. 3 victoires signées Jaraaf, Teungueth et US Gorée en 7 matchs. Snap Excellence de Thiès qui occupe maintenant la lanterne rouge et 9 buts seulement inscrits. Les grands enseignements de la 9e journée avec Iboukan. Teungueth FC, Jaraaf et US Gorée, les grands gagnants de la 9e journée de Ligue 1. Leader invaincu, Teungueth FC continue de démontrer sa suprématie en ce début de saison. L'équipe de la ville de Rufisque a enregistré sa 7e victoire en atomisant Bourg-Petite-Côte 4 buts à 0. Un succès pour creuser un écart de 8 points avec son dauphin Dakar-Sacré-Cœur, tenu en échec par Niary Tally sur un score nul et vierge. Le même résultat qui sanctionne la rencontre AS Douane Ndiambour. Le Jaraaf, sur une bonne série de matchs sans défaite, est allé battre Djambar de Saly 1 but à 0 pour se hisser au pied du podium. L'équipe de la Médina profite aussi de la déconvenue de l'AS Pékin face à l'ancienne lanterne rouge, l'US Gorée. Une victoire, 2 buts à 0 des Goréens qui remontent à la 10e place du classement. Le Casasport, de son côté, enchaîne les nuls. Le 3e d'affilée, c'est à domicile face au Snaps Excellence, dernier au classement. Le Stade de Mbour et Génération Foot, qui partagent le même parcours depuis le début de la saison, se sont neutralisés sur le score d'1 but partout. Au total, 4 nuls et 3 victoires ont été enregistrés lors de la 9e journée avec seulement 9 buts inscrits, soit 1 but par match, un faible ratio. Merci vraiment, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Aram, vous recevez le directeur général de la COPEOL.